Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Mezerdi, enseignant au département d'architecture. Donc je remercie M. Belardi pour cette présentation. Aujourd'hui, on se retrouve devant une grande vitrine des labels. Donc BREEAM, LEED, HQE, BBC, MBC. C'est-à-dire le choix, on a une difficulté de choix de label pour l'utiliser. Une grande question qui se pose, cette architecture écologique, elle est très très coûteuse. C'est-à-dire même en Europe, ce n'est pas donné à tout le monde de construire par exemple une maison HQE ou une maison écologique. Donc la grande question qui se pose en Algérie, comment peut-on construire des maisons écologiques, ou des bâtiments écologiques? Une deuxième question, c'est-à-dire toutes les simulations qu'on a vues, c'est-à-dire c'est des bâtiments rez-de-chaussée. Non, c'est des bâtiments rez-de-chaussée. Et il y a encore plus les matériaux, je vois le bois, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réaliser par exemple un bâtiment, par exemple R+5, est-ce que la terrasse végétalisée peut avoir des résultats positifs par rapport à des bâtiments R+5, R+6, etc. Merci. Donc la première question, c'était justement oui, la première question... La première question, c'était justement l'utilisation des différents labels. Donc, oui, bon, il faut savoir que, par exemple, le BBC, c'est pas un label, hein, c'est plus un label, c'est la référence, d'accord? C'est la référence. On utilise les Passive House en Allemagne, en Autriche, FI Énergie, il y a en fait un certain nombre de... L'HQE c'est plutôt français, hein, mais bon, ils ont en fait tous ces concepts-là et ils convergent vers la même, on va dire, les mêmes solutions. On essaye quoi? On essaye de protéger l'environnement, hein, c'est l'environnement de nous tous, et de nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça l'important. Donc, peu importe le label qui se cache derrière, ce qui est sûr, c'est que on va vers on va dire d'une façon générale, une meilleure analyse de cycle de vie. C'est ça donc ça devient de plus en plus important. C'est-à-dire on ne regarde pas le bâtiment seul. On regarde pas la consommation du bâtiment. Est-ce que donc il est énergivore ou pas? On regarde, on s'intéresse aux matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment depuis la production de ces matériaux, la fabrication des matériaux jusqu'à la destruction et la récupération des déchets. Donc on regarde tout sur l'échelle du cycle, on peut avoir des surprises. On peut, en fait, à travers l'étude globale, montrer que ce qu'on a vu, on peut donc avoir en fait, des conclusions différentes en termes de choix de matériaux. C'est-à-dire un matériau qui présente des avantages l'été ou l'hiver, l'utilisation de ce matériau l'été ou l'hiver ne peut pas être retenu si on se fie à l'analyse du cycle de vie de ce matériau. Comment on le fabrique, l'énergie qui est donc consommée pour fabriquer ce matériau. C'est pour ça qu'on utilise de plus en plus donc, de notions d'éco-matériaux, des matériaux biosourcés, matériaux à base végétale, tels que le bois ou aussi donc des matériaux à base de matériaux recyclés. Donc on a vu donc surtout dans la communauté de génie civil, on retrouve un peu de tout. Hein. On met du béton, on lui rajoute un petit peu de bois, on lui rajoute la gomme des pneus de voiture. Hein, donc
En fait, c'est les pneus recyclés, donc on les rajoute et on essaye de voir les propriétés, l'intérêt d'utiliser ce genre de matériaux sur la performance énergétique et environnementale de ces bâtiments. Donc ça, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ouais, donc je suis d'accord qu'il y a donc un certain nombre de labels, mais peu importe le label, ce qui se cache donc au niveau du label, donc c'est les vertus qui peuvent apporter, que ce soit sur la qualité du bâti, le bien-être des occupants, c'est important. Il faut savoir que à travers l'enquête qui a été réalisée récemment par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, on passe à peu près 80% du temps à l'intérieur des ambiances. C'est-à-dire que ce soit pour nous autres dans des salles de cours ou chez soi, ou dans les cafés, ou donc à la bibliothèque. Bon. Et donc, d'où l'importance, donc 80% du temps, on le passe à l'intérieur des bâtis. D'où l'importance d'apporter, au fait, un confort suffisant aux occupants. D'accord ? Et donc, sur le deuxième volet, donc, bon, c'est un volet aussi, c'est une question plus dure que la première. Donc, la première, bon, ça va, je trouve, je m'en sors suffisamment bien. Donc, la deuxième, je crois que je vais laisser des plumes, comme on le dit. Ça va être dur. Donc, la deuxième, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas parler de remède miracle. Ça, c'est une solution parmi d'autres. Et pour être franc avec vous, ça, c'est, en fait, je me suis intéressé à ces aspects-là. J'ai commencé à travailler sur ces aspects-là en 2006. Parce que tout simplement, j'ai eu un contact avec une entreprise qui développe ce genre de technique. Et donc, c'est une préoccupation donc, concrète. Donc c'est, bon, pour la citer, c'est une entreprise internationale qui s'appelle Soprema, qui est leader de l'étanchéité à l'échelle mondiale. Donc il voulait donc avoir une idée précise, parce que quand on regarde la littérature sur les aspects de la végétalisation, on trouve donc le tout et son contraire. On peut dire, c'est-à-dire que c'est pratiquement un remède miracle. Donc celui qui est malade, on met une toiture végétalisée et c'est bon, on a le. Et donc on a mené une étude qui montre l'intérêt d'utiliser la végétalisation. Et la végétalisation, au-delà, donc vous avez évoqué des bâtiments N plus quelque chose, N plus 3, N plus 4. C'est sûr que si on se fie uniquement à l'aspect thermique, l'intérêt de la végétalisation, on la trouve au dernier étage. Donc si on regarde un peu les études qui ont été menées, notamment en Grèce, on a donc une réduction de 50% de la demande énergétique le dernier étage. Mais bon, pour les autres appartements, donc on a une réduction qui est donc moindre. D'accord ? Mais l'utilisation j'ai évoqué donc l'intérêt d'utiliser cette végétalisation. Elle va au-delà de l'aspect thermique. Il y a l'aspect donc numéro 1 pour la façade végétalisée, c'est l'aspect esthétique. On est d'accord que, j'allais dire nous autres architectes, mais je voulais m'associer à vous, mais bon, je ne l'ai pas. J'aurais aimé être architecte, mais bon, je n'ai pas ni les compétences, ni les capacités à le faire. Mais c'est sûr qu'un travail, donc un architecte, en général, donc c'est quelqu'un qui a, on va dire, le doigté, donc il arrive à produire une conception originale, et à nous autres ingénieurs de montrer que justement ce qui a été conçu répond à une exigence qui est donc une exigence de développement durable, d'une façon générale. D'accord ? C'est-à-dire que donc les architectes, des fois, donc, ils font ils font une conception.
ils vous montrent un peu la circulation de l'air, la ventilation, l'éclairage, donc ils privilégient l'éclairage naturel, ils font un certain nombre de choses qui sont qualitatives d'une façon générale. Donc vous, si je me trompe, allez-y, hein, tapez-moi, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je vous ai dit que je n'ai pas les compétences hein, en architecture. Et donc, à nous autres, justement, de quantifier l'avantage procuré par une conception, notamment une conception bioclimatique, qui prend en considération, justement, l'environnement immédiat. Donc, maintenant, donc, sur le deuxième volet, je commence à vieillir, donc j'oublie les... Hein. Le deuxième volet, c'est la partie, donc le surcoût. C'est sûr que le surcoût, donc, il est quand même assez important. Et dans un certain... C'est pour ça que j'ai évoqué, en fait, il y a des encouragements qui ont été établis par un certain nombre de pays et de villes, pour privilégier, donc des fois, donc il y a un caractère obligatoire. Il y a un caractère obligatoire à Paris. Donc, si vous n'avez pas de jardin, donc végétalisation, donc jardin, il faut donc une toiture végétalisée. C'est incontournable. Mais bon, quand on oblige, il y a derrière aussi, donc on vous donne, il y a une subvention. Ah oui, quand on vous oblige, donc il y a à chaque contrainte, il y a donc, il y a le bâton et la carotte. Hein, vous voyez, donc on vous donne la carotte aussi, qui va avec le bâton. C'est-à-dire que vous avez donc, on vous accompagne dans l'acte de construire. D'accord ? C'est sûr que si on doit uniquement, en fait, nous autres particuliers, prendre en charge, on va dire, le surcoût, il est intenable. D'accord ? Il est intenable. On n'a pas les moyens. De façon générale, quand on construit, je parle de ma pomme. Quand on construit, c'est le projet de sa vie. Hein. Je construis donc une maison, je ne peux pas construire une deuxième. Hein. Donc, je ne suis pas suffisamment riche. Vous savez hein. Donc, donc je construis. Donc, je ne vais pas faire des. Je ne veux pas m'aventurer. Donc j'essaye d'être j'essaie d'être le plus près de, on va dire, du coût global du bâtiment. Il ne faut surtout pas faire n'importe quoi, sinon je pourrais exploser donc le coût global. Donc il faut donc un accompagnement. Par contre, quand on s'intéresse, quand on regarde par exemple le parc public, l'État donc c'est une autre paire de manches. L'État donc elle a un peu plus de moyens, et notamment je parle par exemple en Europe. Il faut savoir que toutes les anciennes constructions ne répondent pas aux recommandations thermiques ou à la réglementation thermique en vigueur. Donc l'État était le premier donc à être hors la loi. Je parle à l'Europe, hein. Je ne parle pas d'Algérie, hein. Bon, qu'on soit d'accord. Et donc il y a en fait depuis un certain nombre d'années, notamment donc depuis les années 2010, il y a cette volonté de mettre en conformité ces bâtiments. Donc il y a un parc de bâtiments anciens à rénover qui est donc très très important. Il faut savoir que la partie rénovation énergétique des bâtiments en France dépasse 50% en termes de coût à celle de la construction. Et il faut savoir que je m'intéresse aussi à l'aspect durabilité. Il faut savoir que quand on a des pathologies, je vais évoquer demain un certain nombre de pathologies liées à la présence de l'humidité sur la construction, les problèmes qu'on peut rencontrer dans les bétons fissurés, les fissures qu'on a dans les différents bâtiments, les différents édifices. Il faut savoir que le coût de réparation